invité des matins, David Graeber, bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Je sais, votre emploi du temps extrêmement chargé à Paris, de conférences en colloque à l'animation. Vous publiez, Les Liens qui libèrent publie un livre qui, déjà aux États-Unis et dans le monde anglo-saxon, connaît un très grand succès, 100 000 exemplaires, Dette, 5000 ans d'histoire, où au fond vous revisitez à la fois à la manière d'une histoire économique et de l'anthropologie. Vous revisitez entièrement notre conception de la dette, en notamment nous disant qu'elle a été souvent bâtie, elle a servi à bâtir nos sociétés, mais sur une sorte de mensonge, et que la question du troc n'est pas aussi évidente et si simple qu'on a bien voulu nous le faire croire, mais je vous laisserai dans un instant vous expliquer sur toutes ces questions-là. Un très gros livre passionnant, 600 pages, sur justement donc cette question de la dette et de toute son histoire. Mais puisqu'il y a une actualité américaine tout de même, monsieur le professeur aujourd'hui à la London University, je rappelle que vous êtes anthropologue, économiste, que sur votre compte Twitter d'ailleurs, vous précisez bien qu'il ne faut surtout pas vous appeler l'anarchiste anthropologiste dont tout le monde vous affuble. Non, question d'actualité, David Graeber, vous avez sans doute vu, ça ne vous a pas échappé, qu'il y a ce qu'on appelle donc un shutdown aux États-Unis, que la presse américaine d'ailleurs n'en finit pas de commenter, comme ce titre du Daily News, House of Thirds, la maison des cons. Ce shutdown, il n'est pas si éloigné du sujet que vous traitez au fond dans votre livre, parce que ce shutdown qui paralyse totalement l'État américain, d'abord il vient tout de même de ce que, on pourrait dire que la démocratie est étrange. La démocratie américaine se retourne contre le fonctionnement même de son État. Well, myself, I don't think that what's going on in America has very much to do with democracy. Ce qui se passe aux États-Unis a beaucoup à voir avec la démocratie. You know, for me, this is kind of déjà vu Pour because moi, we've c'est already un petit goût de déjà vu parce que on a déjà vécu ce drame en septembre when the book first came out. 2011, quand le livre a paru, et nous organisions Occupy Wall Street. Pour un moment, tout le monde a oublié le plafond de dette, en fait, cette histoire qui s'est produite à ce moment-là. Et avec la fin du mouvement, soudain, on est revenu à notre point de départ. Ce qui est véritablement remarquable au sujet de ce drame moral sur le plafond de dette, sur les problèmes de déficit financier ou économique, ça montre à quel point la dette est tellement forte en tant que problème moral. Sur le plan économique, le débat n'a absolument aucun sens. Tous les gouvernements, depuis le XVIIe siècle, sont bâtis sur le déficit. Oui, pour des raisons, évidemment, sans déficit, il n'y aurait pas de monnaie. Et comment cela dit, observez-vous aujourd'hui cette idée que un groupe de parlementaires ultra-républicains bloque le fonctionnement de l'État par un système démocratique très américain, en l'occurrence, alors que vous avez été quand même évincé de l'université américaine parce qu'on vous considère une sorte de danger et que le mouvement Occupy Wall Street a été considéré comme une sorte de menace au fond de l'équilibre démocratique américain. On voit que l'équilibre démocratique américain, il est plus menacé par ces groupes républicains qu'il ne l'a été finalement par vous, David Graeber. Oui, il nous considérait comme une menace à la démocratie. C'est assez amusant, d'ailleurs. Mais moi, pour l'instant, ce qui terrorise le plus les gens qui dirigent Washington, c'est la démocratie elle-même. Et en fait, nous sommes un élément démocratique dans la société américaine, et c'est pas nous qui la menaçons. C'est quelque chose qui va à long terme. Si on revient au débat autour de la Constitution américaine et de l'idée même de checks and balances, c'est-à-dire de contrôle et de contre-contrôle. Par exemple, la Convention américaine a dit il y a trop de démocratie en Amérique, qu'allons-nous faire? On a créé en fait des structures pour limiter la démocratie. Et tous les débats en Amérique vont exactement, marchent sur la tête. On a supprimé la démocratie au nom de la démocratie.
De la même manière, le débat sur la dette fonctionne à l'envers. Ils menacent que ça va détruire le crédit des États-Unis en raison du déficit. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal avec le déficit? Parce que finalement, ça va créer une inflation qui va détruire le... Enfin, écoutez, ça remarche sur la tête. Et le cœur du problème, il est en plus qu'au fond, ce shutdown, il est provoqué par des groupes totalement hostiles à la réforme de la santé. C'est le Obamacare qui, d'après ce que l'on voit, alors je sais qu'il faut se méfier des sondages, mais a en plus une cote plutôt très bonne de popularité, cette réforme-là aux États-Unis. Elle est, je crois, à 57% d'opinion favorable. Mm-hmm. Yeah, and in fact, en fait, oui. Tous les sondages qui ont été faits montrent que beaucoup de ceux qui sont contre l'Obamacare le disent parce que c'est pas suffisant, ça va pas assez loin. Alors oui, certes, oui, les critiques sont souvent plutôt très virulentes dans ce sens-là aussi. Oui. Donc c'est pour ça que je dis que l'Amérique n'est pas une démocratie au vrai sens du terme. 2 tiers des Américains sont en faveur de l'Obamacare. Par exemple, le fait d'avoir une façon d'avoir une sécurité sociale à l'européenne n'a même pas été discuté là-bas. Alors, David Graeber, cette fameuse dette, 5000 ans d'histoire, si je résume trivialement votre livre, pardonnez-moi, monsieur le docteur en anthropologie, ça veut dire quoi? Qu'on nous ment depuis, je sais pas moi, 300, 400 ans sur la nécessaire dette qui construit notre économie, qui permet nos équilibres, qui va même au fond, avec son exigence morale, jusqu'à justifier nos démocraties? Ça veut dire que quelques anthropologues et quelques économistes nous ont raconté des cracks. Je crois que le véritable message de ce livre, c'est une tentative d'explorer la question de savoir quel est le pouvoir extraordinaire de ce mot « dette ». C'est ce que j'ai véritablement tenté de comprendre. Je l'ai écrit en tant que militant. Moi, je suis contre la libéralisation à l'extrême, les problèmes de dette du tiers-monde aussi. Plus on parle de dette, plus les gens tentent de justifier les choses, des choses qu'on ne pourrait jamais justifier dans un autre contexte. Par exemple, des politiques qui mènent à la mort de milliers d'enfants, de bébés, en disant « Ah oui, mais les gens doivent payer leurs dettes ». On ne peut pas imaginer ça. On ne peut pas imaginer de payer des dettes au prix de la vie d'enfants. Eh bien, cette tendance de la dette à être une morale qui soit supérieure aux autres formes de morale, on justifie des tas de choses qui sont injustifiables. C'est ce que j'ai essayé d'explorer dans ce livre. Pas tellement les côtés particuliers du financement et de la dette, non, c'est pas ça. Mais cette tradition morale d'utiliser la morale comme justifier les relations de violence qui existent au sein des sociétés. Parce que vous dites quoi? Que le troc originel ne serait qu'un seul mythe, n'en déplaise à Adam Smith. Oui, c'est très important parce que, d'une certaine manière, cette histoire racontée par Adam Smith sur le troc, tout le monde la connaît. C'est le mythe fondateur de l'idée de l'économie. Et les anthropologues, eh bien, c'est une sorte de... En fait, ils ont dû s'opposer aux économistes pendant des siècles. On a vraiment franchi tous les endroits du monde et on a essayé de voir où se trouvaient des gens qui agissent comme les économistes le disaient en termes de troc. Eh bien, on n'en a pas trouvé. Personne ne fait du troc comme les économistes en parlent. Et si on y réfléchit de façon logique, ça a du sens. Parce que ce que les économistes disent, c'est que 2 personnes dans un petit village vont faire ce que les économistes appellent du marché sur place. C'est-à-dire, bon, ceci, je te l'échange contre 10 poulets. Allez. Et si j'ai rien de ce que mon voisin a besoin, il faut que j'invente quelque chose. Il faut que j'invente la monnaie pour pouvoir faire des échanges. Je veux la vache de quelqu'un. J'ai rien à donner, mais il faut que je donne quelque chose tout de suite. Bon, c'est absurde, parce que les gens sont voisins.
Ça arrive souvent que les voisins se prêtent des choses. Ce qui se produit, c'est une sorte de crédit. Les gens se prêtent des choses. Moi, je te dois ceci, toi, tu me donneras ça en échange plus tard. C'est exactement ce que nous trouvons, nous, anthropologues. Le crédit arrive avant la dette. Le crédit est arrivé avant l'argent, avant la monnaie. Oui, vous dites qu'au fond, l'histoire ne commence pas avec 3 poulets contre une paire de chaussures, mais avec un magicien qui fait apparaître des billets et un soldat avec un fusil. Quel triste conte nous racontez-vous là, David Graeber? Yes, well, the gun is very important. Le fusil est très important. L'épée, il est tout le long du livre, ce fusil ou cette épée, oui. Un des thèmes qui apparaît quand je faisais cette recherche pour mon livre, c'est à quel point il y a cette association constante de formes de calcul exactes et ces formes de violence. Par exemple, des voisins vont avoir des comptes, voilà, moi je te dois ceci, toi tu me dois cela. Il n'y a pas besoin de calculer exactement la valeur 57 de ça, ça vaut 3 de ci. Non. Mais quand le calcul commence, c'est lorsque l'argent apparaît. C'est toujours un cas qui mène à des assassinats ou à des crimes ou des gens qui sont blessés. Et à ce moment-là vient l'idée de compensation. Si tu as tué mon frère et que ça vaut 27 vaches et tu n'as pas 27 vaches pour me rembourser, alors moi je veux l'équivalent exact. Et l'équivalent exact, c'est là quand on commence à calculer de la façon dont les économistes prévoient ou décrivent le troc. Et ce lien entre violence potentielle et calcul mathématique de la valeur, ça traverse toute l'histoire. Mais ça traverse non seulement toute l'histoire, mais vous dites qu'on y vit toujours dessus, et vous êtes même encore plus sombre, si j'ose dire, et beaucoup plus critique que cela. Vous dites, par exemple, que toutes les économies triomphantes, ou celle, par exemple, des États-Unis aujourd'hui, est au fond une économie de guerre, comme beaucoup d'autres, qui se sont souvent développées aussi grâce à l'esclavage, mais surtout grâce à la guerre. Il faut, après tout, entretenir et payer une armée. Et vous dites, les États-Unis, c'est toujours ça aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça, pour revenir au shutdown, qu'au moins, Barack Obama, par exemple, a dit hier, tout sera suspendu dans les fonctions de l'État, sauf l'armée. Yes, that's telling, isn't it? Ça en dit des choses, n'est-ce pas? And this is another thing that voilà, c'est autre chose qui m'a beaucoup surprise quand le livre a paru. Je raconte cette longue histoire d'association entre les formes de création d'argent et la mobilisation militaire. C'est toujours très proche l'un de l'autre. La frappe de monnaie a été inventée pour payer les soldats. Les marchés se créent ou émergent autour des armées. Les légionnaires à Rome, par exemple? C'est ce que vous dites exactement. Vous savez, on trouve l'argent romain partout où il y avait des soldats romains, nulle part ailleurs. Quand je le dis, les gens disent « Ah, c'est surprenant, c'est intéressant. » Oui. C'est indubitablement vrai. Mais au moment où je dis que la situation n'a pas changé après 1945, alors là, ils sont très énervés. Je dis « Attendez, vous êtes dingue. » Mais alors, elle n'a réellement pas changé? Un petit peu, ça change toujours, bien sûr, mais les relations fondamentales restent les mêmes. Le monde, l'architecture monétaire a été créée par la Seconde Guerre mondiale. Par l'Amérique, parce que c'était eux qui avaient l'armée la plus importante, malgré les protestations du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne, et il y a une architecture financière fondée sur les bons du Trésor américain, qui sont les moyens de donner du budget au Pentagone. La base du système international, monétaire international, en fait, c'est la dette américaine. Et c'est détenu principalement par ces pays qui sont sous la protection militaire américaine. Il y a des sociétés qui trouvent, grâce à vos yeux, passés ou actuels, qui ne fonctionnent pas sur ce mode-là. Vous faites de très grands détours, très longs, par notamment des sociétés, civilisations africaines, où vous dites que même d'ailleurs leur système de troc, a priori, on ne le comprend pas vraiment, que quand on échange une dent de baleine contre une fiancée, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il faudrait une vraie dent de baleine. Il ne faut pas prendre au pied de la lettre. C'est la question, au fond, de la rareté ou de l'exclusivité qu'ils connaissaient de représenter.
L'argent virtuel, on y pense comme étant quelque chose de nouveau, sans précédent. Mais en fait, c'est la forme originelle de l'argent. C'est pas simplement que dans le troc, il n'y a pas d'argent qui s'échange. Dans tout le récit, il y avait une fois le troc, et puis après il y a eu l'argent. Non. Et puis le crédit arrive ensuite. Non. En fait, c'est une histoire d'abstraction croissante. Mais ça ne correspond pas exactement à ce que nous voyons sur le terrain. Ce qu'on voit, c'est exactement l'inverse. L'argent virtuel, l'argent du compte arrive d'abord. Et c'est pas simplement dans des sociétés à petit niveau, à petite échelle. Ça arrive dans l'ancienne Mésopotamie. Par exemple, personne n'avait d'argent liquide. Tout ça, c'était fondé sur le crédit, la notion de crédit dans la Mésopotamie antique. Et puis, vous vous rappelez, nous y reviendrons tout à l'heure dans la seconde partie. Nous arrivons presque au terme de cette première partie. Vous racontez qu'il y a des époques où la dette a été réellement criminalisée. Vous dites que les débiteurs allaient en prison, ils subissaient des châtiments corporels. Est-ce que cette époque, selon vous, est un peu une sorte de retour, même si elle est un peu édulcorée? Pour vous, c'est le FMI. Le FMI, c'est ça. Yes, well, pardon me. Malheureusement, je crois qu'il y a beaucoup de ressemblances entre ce qui se passe aujourd'hui et certaines des pires crises de la dette de l'histoire passée. Il faut se souvenir que si quelqu'un comme Aristote ou Confucius ou Hammurabi tentaient d'imaginer le pire du pire, la rupture des liens sociétaux. Ce qu'ils imaginaient, c'était une crise de la dette. Une petite partie de la population qui contrôle les moyens du crédit mettait tout le monde en esclavage, en péonnage, leur prenait leurs troupeaux, leurs terres. Et à la fin, ça produisait l'esclavage. Ils étaient forcés à vendre leurs enfants, etc. Mais si ces gens-là étaient vivants aujourd'hui, Hammurabi, Aristote, Confucius, en regardant la situation autour d'eux, ils diraient c'est la même chose. Bonjour David Graeber, bonjour chers auditeurs. Il y a des jours où on en viendrait à douter de la démocratie. Alors que l'économie mondiale semblait repartir qu'à un quart, même en Europe, voici que deux crises politiques majeures mettent en péril la reprise et menacent de nous faire retomber dans la récession et son cortège de fermetures d'entreprises. À Washington, l'État fédéral est au chômage technique, on vient de le dire. La Chambre des représentants à majorité républicaine a décidé d'entamer un bras de fer avec le président à propos de sa réforme du système de santé. La classe politique américaine, autrefois louée pour sa modération et son sens du compromis, est dorénavant sous la coupe de ses extrêmes. Aux primaires, ce sont souvent les plus bruyants qui remportent l'investiture. On a le sentiment d'assister à un épisode de la série House of Cards. En Italie, c'est le chef du fragile gouvernement, Enrico Letta, qui compare sa situation à celle vécue par le héros du film Groundhog Day. Le héros, joué par Bill Murray, vous vous en souvenez peut-être, revit la même journée plusieurs fois de suite. Or, Silvio Berlusconi a lancé son mouvement à l'époque baptisé Forza Italia il y a juste 20 ans. Les leaders de la gauche italienne se sont succédés depuis. Berlusconi, lui, est toujours le chef de file de la droite. En réclamant à ses ministres leur démission du gouvernement, le Cavaliere menace de provoquer de nouvelles élections et ainsi de déstabiliser non seulement l'Italie, championne d'Europe de la dette publique, mais toute la zone euro, irresponsable. Car comme l'écrit le célèbre économiste Nouriel Roubini, les facteurs qui avaient créé la crise de l'euro, ils sont encore là. Plusieurs pays ont imité l'Allemagne et restauré leur compétitivité en abaissant le coût unitaire de la main-d'œuvre, cas de l'Espagne, du Portugal, de la Grèce et de l'Irlande. Ce n'est toujours pas le cas ni de l'Italie ni de la France. Or, le vieillissement de leur population et l'alourdissement continuel de leur dette, poursuit Roubini, empêchent des gains de productivité et le retour de la croissance. Les avancées vers l'union bancaire sont d'ailleurs insuffisantes. Tout peut repartir. On lira aussi la mise en garde rédigée par le président de la Bundesbank dans le Financial Times d'hier. On a encouragé les banques, dit-il, surtout les plus fragiles, à se gaver littéralement d'emprunts d'État. C'est un investissement juteux. Elles empruntent à 0% grâce aux largesses de la BCE et leur État leur verse de coquets dividendes sur ces dettes aux frais des comptables. Ainsi, sont-elles dispensées de procéder au rééquilibrage de leurs comptes
pourtant nécessaire. Les États ne sont pas davantage incités à se réformer et peuvent continuer leur course folle à l'endettement. Mais les banques, se sachant fragilisées par la multiplication sur leur livre de compte de ces obligations d'État douteuses, rechignent dorénavant à financer l'économie réelle, ce qui est tout de même leur tâche. Alors Jens Weidmann, le président de la Bundesbank, réclame en conséquence que les prix du crédit cessent d'être faussés par les rachats massifs de titres par la BCE, version européenne, assouplissement qualitatif américain. À propos de cette politique qui consiste pour la Fed à racheter tous les mois pour 85 milliards d'actifs douteux et à inonder le marché de monnaie, on lira l'article de l'ancien président de Morgan Stanley pour l'Europe, Stephen Roch, sur le site Project Syndicate. Il y démontre que cette politique dangereuse, destinée à créer un effet de richesse chez les ménages américains, n'a favorisé en réalité que les 10% les plus riches. Et il appelle, cela vous plaira David Graeber, à un mouvement Occupy contre l'assouplissement quantitatif. Je crois bien avoir été le premier à parler de vous sur cette chaîne. Le 3 juin dernier, dans ma chronique consacrée au débat d'idées à l'étranger, l'hebdo des idées, je fais un petit peu de promo, Marc, je vous en prie. Dans ma chronique donc de cette date-là, j'avais présenté David Graeber pour son livre qui vient de sortir aux États-Unis, j'espère qu'il sera traduit en français, qui s'appelait Democracy Project, que vous avez tiré de votre expérience au mouvement Occupy Wall Street, donc mouvement qui semble, je le dis en passant, avoir laissé peu de traces dans la vie politique américaine. C'est à ce titre que je me permets de vous poser une question qui est une forme d'hypothèse qui contredit frontalement votre théorie de l'endettement. C'est le too big to fail. Certains États, certaines banques en faillite virtuelle ont été sauvés parce qu'ils risquaient d'entraîner dans leur chute non seulement leurs actionnaires, les déposants, voire les fonctionnaires, mais parce que leur faillite pouvait entraîner un cataclysme beaucoup plus ravageur dans leur écosystème. D'où ma question, est-ce qu'on ne voit pas une inversion de pouvoir entre prêteurs et emprunteurs? Est-ce que ce ne sont pas les prêteurs qui, dans le monde moderne, sont devenus les otages de leurs emprunteurs? Alors, David Graeber. Eh bien, s'ils sont les otages, eh bien, c'est une captivité dorée. En fait, mon impression, c'est que le problème, pour l'instant, c'est que les créanciers refusent de prêter. Et pourquoi ils le feraient? Au moins aux États-Unis, la politique depuis 2008, par des moyens indirects, eh bien, c'est celle de imaginer si ils donnaient beaucoup d'argent aux investisseurs et qu'on ne leur rendrait pas cet argent. Ça veut dire qu'ils n'ont pas beaucoup d'incitation à le faire. Je n'en suis pas certain, mais beaucoup de gens pensent que on tente de créer de l'inflation sans beaucoup d'effet. On ne peut pas faire de l'inflation avec la monnaie américaine quoi qu'on fasse. Eh bien, la logique actuelle est utilisée de façon politique. C'est pas tout à fait un miroir de la réalité. Il y a des problèmes de déficit qui pourraient créer de l'inflation, mais en fait, ceux qui veulent créer de l'inflation, eh bien, ils échouent misérablement. C'est assez paradoxal, parce que effectivement, ces politiques d'assouplissement quantitatif sont destinées, en fait, à miner la valeur de la monnaie américaine de manière à ce que les dettes ne soient pas remboursées ou soient remboursées, comme on dit, avec de la monnaie de singe. Mais ça ne marche pas. Comment vous expliquer? Alors, beaucoup d'économistes disent il est probable que l'inflation va démarrer brutalement, sans qu'on s'y attende, quelque part, et que ça va miner les fondements du système sur lequel nous sommes assis. Mais on voit que l'Abenomics au Japon, qui vise, elle, sérieusement une politique d'inflation, est en train de réussir, elle. L'inflation commence à se propager au Japon. David. Est-ce que c'est parce qu'on n'en fait pas assez aux États-Unis? David Graeber. Eh bien, le Japon est une économie plus petite et c'est une économie militaire, en fait, presque. Ou pas militaire, qui n'est pas fondée sur le militaire. On ne peut pas comprendre la puissance de la Fed si on ne comprend pas la puissance de l'armée américaine. Et c'est la raison pour laquelle les gens voient les bons du Trésor comme l'investissement le plus sûr. Parce que l'armée américaine, c'est la force militaire la plus forte qui existe. Ben, c'est ce qui se passe aux États-Unis.
Vous dites qu'à un certain moment, certaines puissances moyen-orientales avaient parié plus sur l'euro que sur le dollar et que ça leur a coûté cher, comme en Irak par exemple? Beaucoup de gens ont spéculé sur ce fait que une des raisons pour lesquelles il y avait cette hostilité extraordinaire entre les États-Unis et l'Irak, c'était un mouvement qui éloignait l'Irak du dollar vers l'euro. Il faut le mettre en contexte, évidemment. Il y a eu une série de gesticulations hostiles d'un côté et de l'autre. Saddam Hussein est passé du dollar vers l'euro. C'est arrivé assez tard dans l'histoire, mais c'était perçu en tant que tel. Et voilà, il a refusé l'argent américain. Et ça a été suivi rapidement par l'invasion américaine. Mais bon, peu importe à quel point cette décision a pesé dans la décision américaine d'envahir l'Irak. La décision a été prise bien en amont. Mais le fait que cette perception existe, eh bien, ça a eu un effet un peu refroidissant sur les petites puissances militaires ou les puissances non militaires, la conception que cette économie était possible, c'est-à-dire de passer du dollar à l'euro. Ce qui est juste est un exemple de votre livre, mais qui court tout au long de votre livre, c'est que vous expliquez bien, au fond, que cette question de la dette, de l'économie de la dette, c'est en fait une économie de la violence. Très précisément, ce lien existe au moins depuis l'invention de la frappe de la monnaie. La monnaie a été créée comme un moyen d'approvisionner l'armée. Et le financement du déficit vient de la même source. Si on regarde la création de la Banque d'Angleterre en 1694, c'était un emprunt militaire de façon explicite. Les financiers ont financé le roi James en Angleterre pour financer son armée et en échange, il a donné aux financiers le droit de prendre l'argent qu'il leur devait et de le revendre. C'est bon en fait. Regardez. L'image de la livre, c'est l'image de la reine. On dit je promets de payer 10 livres. Ça ne veut pas dire que ça vaut 10 livres, mais je promets de payer 10 livres au porteur de ce billet. C'est une dette royale. Et en fait, qu'est-ce qui se passerait si on repayait effectivement cette dette? Eh bien, le système financier s'effondrerait. Et donc, cette histoire que le déficit, ce soit une obligation morale, c'est un mensonge, parce que si c'était repayé cette dette, la finance, eh bien, elle s'écroulerait. Et donc, ça prouve bien que tout ce système financier est fondé sur une économie autour de l'armée. Dans le cas de l'Union européenne, c'est pas tout à fait vrai, parce que nous, notre puissance militaire, elle est très relative. On dépense moins de 2% de notre PIB dans l'ensemble de la zone euro pour notre puissance militaire. Donc notre puissance militaire, elle n'a aucune crédibilité. Par contre, notre monnaie, elle a une certaine crédibilité. Elle est appuyée sur notre puissance commerciale, pas sur notre puissance militaire. Vous datez pas un petit peu des empires mésopotamiens quand vous dites ça? Ou romains plutôt. Mais le pouvoir économique européen existe sous l'ombrelle de la puissance militaire américaine. Ça n'aurait aucun sens autrement. Les gens ne parlent pas des liens militaires à la crise, avec le lien avec la crise européenne. Regardez de la Grèce, ça a été débattu. La plus grande partie de cette dette tient aux dépenses militaires de la Grèce. La Grèce a des dépenses militaires incroyables et personne n'en parle. Et une grande partie de cela, c'est au sein de l'Europe. Vous savez donc que le gouvernement grec emprunte auprès des gouvernements français et allemands pour payer la dette que ce gouvernement a acquise, a souscrit auprès des compagnies militaires. J'ai pas les chiffres en tête, mais auprès de l'armement. Excusez-moi, mais je crois que le budget militaire grec, c'est quoi? C'est 6%, 5% du PIB, je crois, un peu moins en réalité. Et sa dette, c'est beaucoup plus que ça. Chaque année, l'État grec emprunte bien davantage que l'équivalent de son budget militaire. J'ai pas les chiffres en tête, mais j'en suis persuadé. Donc ça infirme quand même votre théorie, non? David Graeber. Yes, but if you look at the degree to which Greek deficit is greater than others, it generally oui, mais le déficit grec est plus important que celui des autres États. Et donc ça correspond effectivement à l'endettement militaire de la Grèce qui est plus important. C'est pas une coïncidence que le pays, l'État européen qui a la plus grosse dépense militaire en Europe ait la plus grosse dette.
Alors, David Graeber, tout au long de votre livre, vous nous décrivez et nous racontez au fond ce qu'est selon vous, enfin voilà la véritable histoire de la dette, les questions de religion, les questions de violence, de guerre. Et puis tout de même, vous dites, c'est à la page 477, dans ce livre, j'ai évité pour l'essentiel de faire des propositions concrètes, mais pour terminer, en voici une. Il est plus que temps, je pense, de procéder à un jubilé de style biblique. Qu'est-ce que c'est donc ce jubilé de style biblique ? Eh bien, le jubilé, c'est la rédemption des dettes. En fait, on efface les dettes. Mais en fait, les crédits qui affectent le plus les gens devaient être effacés tous les 7 ans. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles j'ai proposé cela, c'est que ça fournirait, en fait, un effacement conceptuel de l'ardoise. Et on reviendrait à ce qu'on appelle l'argent virtuel, ce que j'appelle l'argent virtuel. C'est pas quelque chose de nouveau. Ça s'est produit à plusieurs reprises dans l'histoire du monde. Quand on passe à une période où l'argent est du crédit plus que lié à de l'argent métal, ça a des implications. Une de ces implications, c'est que l'argent est reconnu comme un phénomène social. Vous savez, c'est un jeu de promesses. L'argent, en fait, ce sont des promesses qu'on fait les uns aux autres. Et si la démocratie a un sens, ça signifie que tout le monde devrait avoir un poids dans la société. Et si les circonstances changent, eh bien, les promesses doivent être réajustées. Mais ce sont des relations entre égaux. Les choses peuvent être renégociées si les circonstances changent. Tout ça a été vrai tout au long de l'histoire. Donc, si on parle de pouvoir, et si, par exemple, le prêteur est riche et fort et l'emprunteur est pauvre, eh bien là, à ce moment-là, la dette devient sacrée et ne peut pas être effacée. Donc, un jubilé, eh bien, ça devrait nous rendre absolument clair à tous que c'est tout simplement un moyen de vivre en société, et on devrait pouvoir le faire. Pardonnez-moi d'être peut-être un peu terre à terre, tout de même, David Graeber, mais bon, annuler la dette serait un moyen de nous rappeler que l'argent n'est pas sacré, pourquoi pas ? Mais comment vous le dites et comment vous convainquez les gens que vous n'allez jamais rembourser ou à qui vous allez prendre cet argent, que l'argent n'est pas sacré ? Parce qu'il y a quand même des gens qui ont prêté de l'argent. C'est exactement ce qui s'est passé. Il faut avoir à l'esprit qu'en 2008, il y a eu des milliards de dettes qui ont tout simplement disparu. Lorsque l'argent est détenu par des gens riches et qui ont du pouvoir, ça se fait sans cesse. Il le fait avec un jeu de miroir, et donc ils n'admettent pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais en fait, ils le font, ils annulent les dettes. C'est seulement les dettes des pauvres qui sont considérés comme étant non négociables. On se souvient au moment des révolutions, tout début des révolutions arabes, je me souviens en Tunisie par exemple, quand on posait la question à des Tunisiens de savoir au fond qu'est-ce que au fond les démocraties occidentales pouvaient faire pour aider à ce nouveau mouvement de démocratie. Certains économistes tunisiens, moi, me répondaient avec un petit sourire en coin, écoutez, vous les pays du Nord, les pays riches, annulez donc tout simplement notre dette. Ça correspond à ce que vous pensez et à ce qu'il aurait été possible de faire ? Bien sûr, ça aurait été possible. Ça aurait eu un impact mineur sur les portefeuilles des États riches. On accepte votre théorie, on annule toutes les dettes, toutes les créances, tous les gens, y compris les petits prêteurs qui ont prêté de l'argent, par exemple, pour financer leur retraite, pour acheter, pour vendre leur appartement, on annule toutes ces dettes. Comment croyez-vous que l'économie puisse redémarrer le lendemain quand les entreprises ou les particuliers vont avoir besoin d'emprunter pour acheter un appartement, une voiture ou investir dans leur entreprise ? Est-ce que vous croyez que les gens vont recommencer à leur prêter de l'argent en se disant « Ah j'ai perdu tout mon argent la dernière fois et je vais recommencer ce coup-ci » ? Est-ce que vous ne croyez pas que ça serait simplement arrêter simplement l'économie, parce que l'économie repose quand même sur le crédit ? David Graeber. Facile à répondre. Quel serait le choix ? On a une économie où l'argent est créé par les prêts. S'ils ne font pas de prêts, ils n'auront rien. Donc là, ils sont vraiment sous respirateur, donc effectivement, ça marche. Mais si on annule la dette, ça s'est produit très souvent dans l'histoire de l'humanité, cette annulation des dettes. Et les gens ne peuvent pas rester chez eux et dire qu'il n'y a pas d'économie.
David Graeber, aujourd'hui sort un livre, La lutte des âges, comment les retraités ont pris le pouvoir, d'Hakim El Karoui, qui est économiste, ancien conseiller à Matignon, fondateur du Club 21. Il publie un essai sur justement la question comme le dit son titre, hein, la lutte des âges, comment les retraités ont pris le pouvoir, dans lesquels il défend l'idée que la crise, en fait, oppose d'abord des générations, les seniors qui détiennent le capital et qui sont protégés au fond par les gouvernements, quand les jeunes actifs, eux, qui subissent de plein fouet les mesures de rigueur destinées à résorber la dette, demeurent du coup en difficulté. Et donc, il y aurait peut-être un choix à faire, celui du défaut. Je vous propose de l'écouter, Hakim El Karoui, au micro de Marie Casaban. Les inégalités générationnelles, elles sont absolument criantes et elles sont en train d'exploser. Dans la gestion de la crise, tout a été fait, notamment par les Allemands, pour éviter de faire payer les seniors et éviter la grande redistribution des richesses entre les générations. Aujourd'hui, on pourrait imaginer un défaut qui serait un défaut limité de la zone euro, qui devra comprendre l'Allemagne. Et en même temps, l'Allemagne, qui est le pays le plus vieux de l'Europe, n'a aucun intérêt à engager ce défaut, parce que le défaut, il va être payé par les retraités, par les seniors allemands, et les seniors allemands, ils ont juste le pouvoir politique et démocratique, tout simplement parce qu'ils ont la force du nombre. Et au-delà de la dette, la question, c'est que on a des sociétés où, probablement pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, des inactifs sont en train de prendre le pouvoir tout simplement par le jeu du nombre, et ces inactifs n'ont pas forcément des intérêts qui correspondent aux intérêts globaux de la société. Voilà, Hakim El Karoui, La lutte des âges, et c'est publié chez, je ne sais plus chez qui c'est publié. Voilà, je vais le retrouver. David Graeber, un commentaire chez Flammarion. Ça correspond assez bien à ce qui se produit aux États-Unis. Bien que ça ne soit pas discuté, la véritable discussion, le débat entre Occupy Wall Street et le Tea Party, c'est la question des âges, de génération. L'âge moyen du Tea Party, c'est 45 ans, alors que l'âge moyen de Occupy Wall Street, c'est 25 ans. Tea Party, eh bien, s'identifie avec les créanciers, Occupy Wall Street, avec les emprunteurs, eh bien, ce qu'ils sont en fait en général. Brice, Caroline Yachev. Oui, pour les personnes qui ne sont pas économistes, l'impression que nous avons, je dis nous, peut-être que je suis seule à l'avoir, mais je ne crois pas, c'est que les analyses rétrospectives des économistes sont extrêmement intéressantes, mais que les politiques prospectives qui s'appuient sur les théories économiques sont pratiquement toujours fausses. Pourquoi est-ce que votre théorie serait plus vraie que celle d'autres économistes? David Graeber. Eh bien, je n'offre pas tellement une ordonnance économique, mais plutôt qu'une description historique de ce qui s'est passé autrefois. Ce qui s'est passé quand on a une crise, c'est essayer de la mettre dans un contexte historique. Et la grande question, c'est quel est le rythme, quel est le cycle, ou quelle est la raison qui a créé cette crise historique. Est-ce qu'il faut regarder ça dans un cadre de 20 ans, dans un cadre de 100 ans? Moi, j'ai essayé de mettre ça dans un cadre de 5000 ans. Et j'ai été absolument étonné de voir qu'il y a des modèles dont les gens ne parlent pas, qui disent effectivement que nous sommes au milieu d'une transition historique avec un cadre historique. Bien sûr, ça veut dire qu'on ne peut pas prédire ce qui va se passer, mais on a le sentiment de ce qui commence à poindre à l'horizon. On passe d'un système ou passer d'un système d'argent physique à un argent virtuel, ça s'est déjà produit par le passé. Mais ça inclut la création de superstructures qui protégeaient les emprunteurs des créanciers. Sinon, les choses sortent complètement du contrôle de tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle maintenant nous marchons sur la tête, parce que ce qui se produit, c'est l'inverse. Brice, Caroline, Brice
Mon expérience personnelle me semble démontrer que les gens qui sont les plus endettés sont aussi les plus riches. La plupart des riches vivent à crédit. Donc l'idée que supprimer toute la dette, effacer, passer l'éponge, ça serait le bénéfice des plus pauvres, ça reste douteux. Par ailleurs, autre objection, la plupart des systèmes de retraite dans le monde sont fondés non pas sur la répartition comme en France, mais sur la capitalisation. Donc si vous effacez toutes les dettes, eh ben, ça veut dire que vous demandez à tous les petits instituteurs en retraite du Minnesota ou du Wisconsin de renoncer purement et simplement à leur droit à la retraite. Est-ce que vous êtes prêt à affronter les problèmes sociaux qui s'en suivraient aux États-Unis? On pourrait faire un Occupy Wisconsin. David Graeber. Well, yeah, that's what people always throw at you. Oui, les gens me disent toujours ça, me jettent ça à la tête. Oui, c'est les vieux, c'est les retraités. Il y avait des mouvements dans les années 80-90 de mettre en place un système pour que vous puissiez, vous, être ici face à moi en train de soutenir cet argument. C'était une façon de protéger un système où on distribue la richesse aux riches. C'était un effort idéologique de dire aux gens qu'ils ont une part dans le système et que toute atteinte au système allait les atteindre eux. Non, c'est pas vrai. Ce système a mené à une redistribution énorme de la richesse à 10% seulement de la population. Voilà. Et le changer, dire que ça rendrait les choses pires, c'est pas vrai, c'est l'inverse. Les institutions structurelles doivent changer. Il y a une autre méthode de garantir la richesse. Je pense pas que ça soit impossible à faire. David Graeber, que pensez-vous, sans vous faire jouer Madame Soleil, vous faire lire dans une boule de cristal, mais que pensez-vous qu'il peut arriver? Est-ce qu'au fond, cette question de la dette, qui est aujourd'hui un sujet mondial, tout de même, voilà, où tout le monde ne parle que de ça, les pays endettés, comment nous payons notre dette, faire défaut sur la dette, enfin, c'est général de l'Italie aux États-Unis, en passant par la France et j'allais dire la Belgique, oui, la Belgique sans doute aussi, j'imagine, Brice. Mais comment voyez-vous que les choses peuvent se passer? Est-ce que ça peut, et est-ce qu'Occupy Wall Street préfigurait au fond un mouvement de sorte de révolte ou de révolution, puisqu'on sait que, et vous le notez, que les révolutions ont souvent été motivées par l'envie de brûler les livres de comptes des créanciers et de renverser les hiérarchies en l'occurrence. Est-ce que voilà, vous pensez qu'il y a quelque chose qui peut naître? D'ailleurs, question annexe, où en est quand même Occupy Wall Street? Brice Couturier faisait allusion tout à l'heure. Mais ça s'est déjà produit d'une certaine manière. Une des branches de Occupy, c'est effacer la dette, c'est le mouvement d'effacer la dette. Ce qu'on a découvert dans cette recherche aussi, c'est que on voulait encourager les gens à avoir un petit peu de désobéissance face au capitalisme mondial. Un défi conceptuel, ça voudrait dire quoi, la désobéissance face au capitalisme mondial? Ce qu'on a découvert, c'est que 20% de la population américaine est déjà engagée dans une forme de désobéissance face au capitalisme, parce qu'ils ne repayent pas leurs dettes, ils ne remboursent pas leurs dettes. En fait, un Américain sur 7 est soumis à des poursuites pour ne pas avoir remboursé sa dette. 20% des prêts étudiants ne sont pas remboursés. Ben, ça pourrait arriver même au quart des Américains, cela. La question, c'est comment organiser tout cela. Bien, comment articuler cette opposition? Bien pour des raisons évidentes, parce que les gens qui ont des dettes, eh bien, ils ont honte. Ils ne peuvent pas communiquer les uns avec les autres. Eh bien, nous essayons de mettre quelque chose en place pour créer un mouvement comme ça. Et ça a eu quand même un petit succès, hein, ça a eu beaucoup d'audience. Mais si on parle aux gens de l'audience, aux gens de l'élite, ben, lui, ils reconnaissent qu'un jubilé ou quelque chose comme un jubilé va se produire. La question, c'est comment et quand? When? Well, it's already happening to ça se produit déjà. Ça se produit déjà. À chacun de vos articles, à chaque parution, ça fait du grand bruit, David Graeber. Et moi, je dois reconnaître qu'il y en a un qui m'a intéressé tout particulièrement. Bon, il y a évidemment la question d'arrêter de rembourser les dettes, mais vous dites aussi, dans un article récent, qu'on pourrait se contenter de ne travailler que 3 ou 4 heures max par jour. Vous me dites ça tout de suite, là, avant que l'émission se termine? Yes, well, that's
J'ai écrit un essai sur ce sujet, sur le phénomène des jobs à la con. Qu'on trouve très facilement sur Internet, qui est d'ailleurs assez drôle à remplir. Ouais. Yes, it was an amazing success. Ouais. Ça a eu un succès extraordinaire. En fait, la plupart des gens qui ont des jobs qui n'ont aucun sens savent très bien que leur emploi n'a aucun sens. Vous savez, des consultants en ressources humaines, des trucs de ce genre-là, les recherches en relations publiques, tout ça. Toutes ces couches sur couches sur couches dans les gestions, dans les ministères, ils semblent ne rien faire, tous ces gens-là. Et apparemment, c'est vrai. Hein, il y a eu quelque chose de viral. Voilà. Moi, des gens qui disent moi je suis dans une société, en fait je suis un avocat au département juridique, en fait je fais rien. En fait, cet article en quelques semaines a été traduit en une dizaine ou une vingtaine, une trentaine de langues, en catalan, en coréen, en estonien. Il y a quelque chose dans ce que j'ai écrit, mais ce que j'essayais de pointer, en fait, c'est dans les années 30, Keynes a dit qu'on aurait une semaine de travail de 15 heures. Qu'est-ce qui s'est passé? Si on regarde les emplois qui existaient dans les années 30, en fait, la plupart de ces emplois ont disparu. Les jobs industriels, les emplois dans l'agriculture, tout ça a disparu au faveur des services. Ils ont été remplacés par ces emplois administratifs qui n'ont aucun sens. Restez avec nous. Très facile. Donc, un jubilé, eh bien, ça devrait nous rendre absolument clair à tous que c'est tout simplement un moyen de vivre en société, et on devrait pouvoir le faire. Pardonnez-moi d'être peut-être un peu terre à terre, hein, tout de même, David Graeber, mais bon, annuler la dette serait un moyen de nous rappeler que l'argent n'est pas sacré, pourquoi pas? Mais comment vous le dites et comment vous convainquez les gens que vous n'allez jamais rembourser ou à qui vous allez prendre cet argent, que l'argent n'est pas sacré? Parce qu'il y a quand même des gens qui ont prêté de l'argent. C'est exactement ce qui s'est passé. Il faut avoir à l'esprit qu'en 2008, il y a eu des milliards de dettes qui ont tout simplement disparu. Lorsque l'argent est détenu par des gens riches et qui ont du pouvoir, ça se fait sans cesse. Il le fait avec un jeu de miroir, et donc ils n'admettent pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais en fait, ils le font, ils annulent les dettes. C'est seulement les dettes des pauvres qui sont considérés comme étant non négociables. On se souvient au moment des révolutions, tout début des révolutions arabes, je me souviens en Tunisie par exemple, quand on posait la question à des Tunisiens de savoir au fond qu'est-ce que au fond les démocraties occidentales pouvaient faire pour aider à ce nouveau mouvement de démocratie. Certains économistes tunisiens, moi, me répondaient avec un petit sourire en coin, écoutez, vous les pays du Nord, les pays riches, annulez donc tout simplement notre dette. Ça correspond à ce que vous pensez et à ce qu'il aurait été possible de faire? Et bien sûr, ça aurait été possible. Ça aurait eu un impact mineur sur les portefeuilles des États riches. On accepte votre théorie, on annule toutes les dettes, toutes les créances, tous les gens, y compris les petits prêteurs qui ont prêté de l'argent, par exemple, pour financer leur retraite, pour acheter, pour vendre leur appartement, on annule toutes ces dettes. Comment croyez-vous que l'économie puisse redémarrer le lendemain quand les entreprises ou les particuliers vont avoir besoin d'emprunter pour acheter un appartement, une voiture ou investir dans leur entreprise? Est-ce que vous croyez que les gens vont recommencer à leur prêter de l'argent en se disant « Ah j'ai perdu tout mon argent la dernière fois et je vais recommencer ce coup-ci » Est-ce que vous ne croyez pas que ça serait simplement arrêter simplement l'économie, parce que l'économie repose quand même sur le crédit? David Graeber. Facile à répondre. Quel serait le choix? On a une économie où l'argent est créé par les prêts. S'ils ne font pas de prêts, ils n'auront rien. Donc là, ils sont vraiment sous respirateur, donc effectivement, ça marche. Mais si on annule la dette, ça s'est produit très souvent dans l'histoire de l'humanité, cette annulation des dettes. Et les gens ne peuvent pas rester chez eux et dire qu'il n'y a pas d'économie. Il
David Graeber, aujourd'hui sort un livre, La lutte des âges, comment les retraités ont pris le pouvoir, d'Hakim El-Karoui, qui est économiste, ancien conseiller à Matignon, fondateur du Club 21. Il publie un essai sur justement la question comme le dit son titre, la lutte des âges, comment les retraités ont pris le pouvoir, dans lesquels il défend l'idée que la crise, en fait, oppose d'abord des générations. Les seniors qui détiennent le capital et qui sont protégés au fond par les gouvernements, quand les jeunes actifs, eux, qui subissent de plein fouet les mesures de rigueur destinées à résorber la dette, demeurent du coup en difficulté. Et donc, il y aurait peut-être un choix à faire, celui du défaut. Je vous propose de l'écouter, Hakim El-Karoui, au micro de Marie Casaban. Les inégalités générationnelles, elles sont absolument criantes et elles sont en train d'exploser. Dans la gestion de la crise, tout a été fait, notamment par les Allemands, pour éviter de faire payer les seniors et éviter la grande redistribution des richesses entre les générations. Aujourd'hui, on pourrait imaginer un défaut qui serait un défaut limité de la zone euro, qui devra comprendre l'Allemagne. Et en même temps, l'Allemagne, qui est le pays le plus vieux de l'Europe, n'a aucun intérêt à engager ce défaut, parce que le défaut, il va être payé par les retraités, par les seniors allemands, et les seniors allemands, ils ont juste le pouvoir politique et démocratique, tout simplement parce qu'ils ont la force du nombre. Et au-delà de la dette, la question, c'est que on a des sociétés où, probablement pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, des inactifs sont en train de prendre le pouvoir tout simplement par le jeu du nombre, et ces inactifs n'ont pas forcément des intérêts qui correspondent aux intérêts globaux de la société. Voilà, Hakim El-Karoui, La lutte des âges, et c'est publié chez... je ne sais plus chez qui c'est publié. Voilà, je vais le retrouver. David Graeber, un commentaire chez Flammarion. Ça correspond assez bien à ce qui se produit aux États-Unis. Bien que ce ne soit pas discuté, la véritable discussion, le débat entre Occupy Wall Street et le Tea Party, c'est la question des âges, de génération. L'âge moyen du Tea Party, c'est 45 ans, alors que l'âge moyen de Occupy Wall Street, c'est 25 ans. Tea Party, eh bien, s'identifie avec les créanciers, Occupy Wall Street, avec les emprunteurs, eh bien, ce qu'ils sont en fait en général. Brice, Caroline Eliachef. Oui, pour les personnes qui ne sont pas économistes, l'impression que nous avons, je dis nous, peut-être que je suis seule à l'avoir, mais je ne crois pas, c'est que les analyses rétrospectives des économistes sont extrêmement intéressantes, mais que les politiques prospectives qui s'appuient sur les théories économiques sont pratiquement toujours fausses. Pourquoi est-ce que votre théorie serait plus vraie que celle d'autres économistes? David Graeber. Eh bien, je n'offre pas tellement une ordonnance économique, mais plutôt qu'une description historique de ce qui s'est passé autrefois. Ce qui s'est passé quand on a une crise, c'est essayer de la mettre dans un contexte historique. Et la grande question, c'est quel est le rythme, quel est le cycle, ou quelle est la raison qui a créé cette crise historique. Est-ce qu'il faut regarder ça dans un cadre de 20 ans, dans un cadre de 100 ans? Moi, j'ai essayé de mettre ça dans un cadre de 5000 ans. Et j'ai été absolument étonné de voir qu'il y a des modèles dont les gens ne parlent pas, qui disent effectivement que nous sommes au milieu d'une transition historique avec un cadre historique. Bien sûr, ça veut dire qu'on ne peut pas prédire ce qui va se passer, mais on a le sentiment de ce qui commence à poindre à l'horizon. On passe d'un système ou passer d'un système d'argent physique à un argent virtuel, ça s'est déjà produit par le passé. Mais ça inclut la création de superstructures qui protégeaient les emprunteurs des créanciers. Sinon, les choses sortent complètement du contrôle de tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle maintenant nous marchons sur la tête, parce que ce qui se produit, c'est l'inverse. Brice Caroline, Brice Mon expérience personnelle me semble démontrer que les gens qui sont les plus endettés sont aussi les plus riches. La plupart des riches vivent à crédit. Donc l'idée que supprimer toute la dette, effacer, passer l'éponge, ça serait le bénéfice des plus pauvres, ça reste douteux.
L'invité des matins, David Graeber, bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Je sais votre emploi du temps extrêmement chargé à Paris, de conférences en colloque à l'animation. Vous publiez, Les Liens qui libèrent publie un livre qui, déjà aux États-Unis et dans le monde anglo-saxon, connaît un très grand succès, 100 000 exemplaires, Dette, 5000 ans d'histoire, où au fond vous revisitez à la fois de manière à la manière d'une histoire économique et de l'anthropologie. Vous revisitez entièrement notre conception de la dette, en notamment nous disant qu'elle a été souvent bâtie, elle a servi à bâtir nos sociétés, mais sur une sorte de mensonge, et que la question du troc n'est pas aussi évidente et si simple qu'on a bien voulu nous le faire croire, mais je vous laisserai dans un instant vous expliquer sur toutes ces questions-là. Un très gros livre passionnant, 600 pages, sur justement donc cette question de la dette et de toute son histoire. Mais puisqu'il y a une actualité américaine tout de même, monsieur le professeur aujourd'hui à la London University, je rappelle que vous êtes anthropologue, économiste, que sur votre compte Twitter d'ailleurs, vous précisez bien qu'il ne faut surtout pas vous appeler l'anarchiste anthropologiste dont tout le monde vous affuble. Non, question d'actualité, David Graeber, vous avez sans doute vu, ça ne vous a pas échappé, qu'il y a ce qu'on appelle donc un shutdown aux États-Unis, que la presse américaine d'ailleurs n'en finit pas de commenter, comme ce titre du Daily News, House of Thirds, la maison des cons. Ce shutdown, il n'est pas si éloigné du sujet que vous traitez au fond dans votre livre, parce que ce shutdown qui paralyse totalement l'État américain, d'abord il vient tout de même de ce que on pourrait dire que la démocratie est étrange. La démocratie américaine se retourne contre le fonctionnement même de son État. Well, myself, I don't think that what's going on in America has very much to do with democracy. Ce qui se passe aux États-Unis a beaucoup à voir avec la démocratie. For me, this is kind of déjà vu because pour moi, c'est un petit goût de déjà vu parce que on a déjà vécu ce drame en septembre 2011 quand le livre a paru et nous organisions Occupy Wall Street. Pour un moment, tout le monde a oublié le plafond de dette, en fait, cette histoire qui s'est produite à ce moment-là. Et avec la fin du mouvement, soudain, on est revenu à notre point de départ. Ce qui est véritablement remarquable au sujet de ce drame moral sur le plafond de dette, sur les problèmes de déficit financier ou économique, ça montre à quel point la dette est tellement forte en tant que problème moral. Sur le plan économique, le débat n'a absolument aucun sens. Tous les gouvernements, depuis le XVIIe siècle, sont bâtis sur le déficit. Oui, pour des raisons, évidemment, sans déficit, il n'y aurait pas de monnaie. Comment cela dit, observez-vous aujourd'hui cette idée que un groupe de parlementaires ultra-républicains bloque le fonctionnement de l'État par un système démocratique très américain, en l'occurrence, alors que vous avez été quand même évincé de l'université américaine parce qu'on vous considère une sorte de danger et que le mouvement Occupy Wall Street a été considéré comme une sorte de menace au fond de l'équilibre démocratique américain. On voit que l'équilibre démocratique américain, il est plus menacé par ces groupes républicains qu'il ne l'a été finalement par vous, David Graeber. Oui, il nous considérait comme une menace à la démocratie. C'est assez amusant, d'ailleurs. Mais moi, pour l'instant, ce qui terrorise le plus les gens qui dirigent Washington, c'est la démocratie elle-même. Et en fait, nous sommes un élément démocratique dans la société américaine, et c'est pas nous qui la menaçons. C'est quelque chose qui va à long terme. Si on revient au débat autour de la Constitution américaine et de l'idée même de checks and balances, c'est-à-dire de contrôle et de contre-contrôle. Par exemple, la Convention américaine a dit « il y a trop de démocratie en Amérique, qu'allons-nous faire ?» On a créé en fait des structures pour limiter la démocratie. Et tous les débats en Amérique marchent sur la tête. On a supprimé la démocratie au nom de la démocratie.
De la même manière, le débat sur la dette fonctionne à l'envers. Ils menacent que ça va détruire le crédit des États-Unis en raison du déficit. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal avec le déficit? Parce que finalement, ça va créer une inflation qui va détruire le... Enfin, écoutez, ça remarche sur la tête. Et le cœur du problème, il est en plus qu'au fond, ce shutdown, il est provoqué par des groupes totalement hostiles à la réforme de la santé. Hein. C'est le Obamacare qui, d'après ce que l'on voit, alors je sais qu'il faut se méfier des sondages, mais a en plus une cote plutôt très bonne de popularité, cette réforme-là aux États-Unis. Elle est, je crois, à 57% d'opinion favorable. Mm-hmm. Yeah, and in fact, en fait, oui. Tous les sondages qui ont été faits montrent que beaucoup de ceux qui sont contre l'Obamacare le disent parce que c'est pas suffisant, ça va pas assez loin. Alors oui, oui, les critiques sont souvent plutôt très virulentes dans ce sens-là aussi. Oui. Donc c'est pour ça que je dis que l'Amérique n'est pas une démocratie au vrai sens du terme. 2 tiers des Américains sont en faveur de l'Obamacare. Par exemple, le fait d'avoir une façon d'avoir une sécurité sociale à l'européenne n'a même pas été discuté là-bas. Alors, David Graeber, cette fameuse dette, 5000 ans d'histoire, si je résume trivialement votre livre, pardonnez-moi, monsieur le docteur en anthropologie, ça veut dire quoi, qu'on nous ment depuis, je sais pas moi, 300, 400 ans sur la nécessaire dette qui construit notre économie, qui permet nos équilibres, qui va même au fond, avec son exigence morale, jusqu'à justifier nos démocraties? Ça veut dire que quelques anthropologues et quelques économistes nous ont raconté des cracks. Je crois que le véritable message de ce livre, c'est une tentative d'explorer la question de savoir quel est le pouvoir extraordinaire de ce mot « dette ». C'est ce que j'ai véritablement tenté de comprendre. Je l'ai écrit en tant que militant. Moi, je suis contre la libéralisation à l'extrême, les problèmes de dette du tiers-monde aussi. Plus on parle de dette, plus les gens tentent de justifier les choses, des choses qu'on ne pourrait jamais justifier dans un autre contexte. Par exemple, des politiques qui mènent à la mort de milliers d'enfants, de bébés, en disant « Ah oui, mais les gens doivent payer leurs dettes ». On ne peut pas imaginer ça. On ne peut pas imaginer de payer des dettes au prix de la vie d'enfants. Eh bien, c'est réellement criminalisé. Hein, vous dites que les débiteurs allaient en prison, ils subissaient des châtiments corporels. Est-ce que cette époque, selon vous, est un peu une sorte de retour, même si elle est un peu édulcorée? Pour vous, c'est le FMI. Le FMI, c'est ça. Yes, well, pardon me. Malheureusement, je crois qu'il y a beaucoup de ressemblances entre ce qui se passe aujourd'hui et certaines des pires crises de la dette de l'histoire passée. Il faut se souvenir que si quelqu'un comme Aristote ou Confucius ou Hammurabi tentait d'imaginer le pire du pire, hein, la rupture des liens sociétaux. Ce qu'ils imaginaient, c'était une crise de la dette. Une petite partie de la population qui contrôle les moyens du crédit mettait tout le monde en esclavage, en péonnage, leur prenait leurs troupeaux, leurs terres. Et à la fin, ça produisait l'esclavage. Ils étaient forcés à vendre leurs enfants, etc. Mais si ces gens-là étaient vivants aujourd'hui, Hammurabi, Aristote, Confucius, en regardant la situation autour d'eux, ils diraient c'est la même chose. Bonjour David Graeber, bonjour chers auditeurs. Il y a des jours où on en viendrait à douter de la démocratie. Alors que l'économie mondiale semblait repartir qu'à un quart, même en Europe, voici que 2 crises politiques majeures mettent en péril la reprise et menacent de nous faire retomber dans la récession et son cortège de fermetures d'entreprises. À Washington, l'État fédéral est au chômage technique, on vient de le dire. La Chambre des représentants à majorité républicaine a décidé d'entamer un bras de fer avec le président à propos de sa réforme du système de santé. La classe politique américaine, autrefois louée pour sa modération et son sens du compromis, est dorénavant sous la coupe de ces extrêmes. Aux primaires, ce sont souvent les plus bruyants qui remportent l'investiture. On a le sentiment d'assister à un épisode de la série House of Cards. En Italie, c'est le chef du fragile gouvernement, Enrico Letta, qui compare sa situation à celle vécue
par le héros du film Groundhog Day. Le héros, joué par Bill Murray, vous en souvenez peut-être, revit la même journée plusieurs fois de suite. Or, Silvio Berlusconi a lancé son mouvement à l'époque baptisé Forza Italia il y a juste 20 ans. Les leaders de la gauche italienne se sont succédés depuis. Berlusconi, lui, est toujours le chef de file de la droite. En réclamant à ses ministres leur démission du gouvernement, le Cavaliere menace de provoquer de nouvelles élections et ainsi de déstabiliser non seulement l'Italie, championne d'Europe de la dette publique, mais toute la zone euro, irresponsable. Car comme l'écrit le célèbre économiste Nouriel Roubini, les facteurs qui avaient créé la crise de l'euro, eh bien, ils sont encore là. Plusieurs pays ont imité l'Allemagne et restauré leur compétitivité en abaissant le coût unitaire de la main-d'œuvre, cas de l'Espagne, du Portugal, de la Grèce et de l'Irlande. Ce n'est toujours pas le cas ni de l'Italie ni de la France. Or, le vieillissement de leur population et l'alourdissement continuel de leurs dettes, poursuit Roubini, empêchent des gains de productivité et le retour de la croissance. Les avancées vers l'union bancaire sont d'ailleurs insuffisantes, tout peut repartir. On lira aussi la mise en garde rédigée par le président de la Bundesbank dans le Financial Times d'hier. On a encouragé les banques, dit-il, surtout les plus fragiles, à se gaver littéralement d'emprunts d'État. C'est un investissement juteux, elles empruntent à 0% grâce aux largesses de la BCE et leur État leur verse de coquets dividendes sur ces dettes aux frais des comptes. Ainsi, sont-elles dispensées de procéder au rééquilibrage de leurs comptes, pourtant nécessaires. Les États ne sont pas davantage incités à se réformer et peuvent continuer leur course folle à l'endettement. Mais les banques, se sachant fragilisées par la multiplication sur leur livre de compte de ces obligations d'État douteuses, rechignent dorénavant à financer l'économie réelle, ce qui est tout de même leur tâche. Alors Jens Weidmann, le président de la Bundesbank, réclame en conséquence que les prix du crédit cessent d'être faussés par les rachats massifs de titres par la BCE, version européenne, assouplissement qualitatif américain. À propos de cette politique qui consiste pour la Fed à racheter tous les mois pour 85 milliards d'actifs douteux et à inonder le marché de monnaie, on lira l'article de l'ancien président de Morgan Stanley pour l'Europe, Stephen Roch, sur le site Project Syndicate. Il y démontre que cette politique dangereuse, destinée à créer un effet de richesse chez les ménages américains, n'a favorisé en réalité que les 10% les plus riches. Et il appelle, cela vous plaira David Graeber, à un mouvement Occupy contre l'assouplissement quantitatif. Je crois bien avoir été le premier à parler de vous sur cette chaîne. Le 3 juin dernier, dans ma chronique consacrée au débat d'idées à l'étranger, l'hebdo des idées, je fais un petit peu de promo, Marc, on voudrait pas. Je vous en prie. Dans ma chronique donc de cette date-là, j'avais présenté David Graeber pour son livre qui vient de sortir aux États-Unis, j'espère qu'il sera traduit en français, qui s'appelait Democracy Project, que vous avez tiré de votre expérience au mouvement Occupy Wall Street, donc mouvement qui semble, je le dis en passant, avoir laissé peu de traces dans la vie politique américaine. C'est à ce titre que je me permets de vous poser une question qui est une forme d'hypothèse qui contredit frontalement votre théorie de l'endettement. C'est le too big to fail. Certains États, certaines banques en faillite virtuelle ont été sauvés parce qu'ils risquaient d'entraîner dans leur chute non seulement leurs actionnaires, les déposants, voire les fonctionnaires, mais parce que leur faillite pouvait entraîner un cataclysme beaucoup plus ravageur dans leur écosystème. D'où ma question, est-ce qu'on ne voit pas une inversion de pouvoir entre prêteurs et emprunteurs? Est-ce que ce ne sont pas les prêteurs qui, dans le monde moderne, sont devenus les otages de leurs emprunteurs? David Graeber. Eh bien, s'ils sont les otages, eh bien, c'est une captivité dorée. En fait, mon impression, c'est que le problème, pour l'instant, c'est que les créanciers refusent de prêter. Et pourquoi ils le feraient? Au moins aux États-Unis, la politique depuis 2008, par des moyens indirects, eh bien, c'est celle de imaginer si ils donnaient beaucoup d'argent aux investisseurs et qu'on ne leur rendrait pas cet argent. Ça veut dire qu'ils n'ont pas beaucoup d'incitation à le faire.
Je n'en suis pas certain, mais beaucoup de gens pensent que on tente de créer de l'inflation sans beaucoup d'effet. On ne peut pas faire de l'inflation avec la monnaie américaine quoi qu'on fasse. Eh bien, la logique actuelle est utilisée de façon politique. C'est pas tout à fait un miroir de la réalité. Il y a des problèmes de déficit qui pourraient créer de l'inflation, mais en fait, ceux qui veulent créer de l'inflation, eh bien, ils échouent misérablement. C'est assez paradoxal, hein, parce que effectivement, ces politiques d'assouplissement quantitatif sont destinées, en fait, à miner la valeur de la monnaie américaine de manière à ce que les dettes ne soient pas remboursées ou soient remboursées, comme on dit, avec de la monnaie de singe. Mais ça ne marche pas. Comment vous expliquez? Alors, beaucoup d'économistes disent il est probable que l'inflation va démarrer brutalement, sans qu'on s'y attende, quelque part, et que ça va miner les fondements du système sur lequel nous sommes assis. Mais on voit que l'Abenomics au Japon, qui vise, elle, sérieusement une politique de la dette à être une morale qui soit supérieure aux autres formes de morale. On justifie des tas de choses qui sont injustifiables. C'est ce que j'ai essayé d'explorer dans ce livre. Pas tellement les côtés particuliers du financement et de la dette, non, c'est pas ça. Mais cette tradition morale d'utiliser la morale comme justifier les relations de violence qui existent au sein des sociétés. Parce que vous dites quoi? Que le troc originel ne serait qu'un seul mythe, n'en déplaise à Adam Smith. Oui, c'est très important parce que, d'une certaine manière, cette histoire racontée par Adam Smith sur le troc, tout le monde la connaît. C'est le mythe fondateur de l'idée de l'économie. Et les anthropologues, eh bien, c'est une sorte de... En fait, ils ont dû s'opposer aux économistes pendant des siècles. On a vraiment franchi tous les endroits du monde et on a essayé de voir où se trouvaient des gens qui agissent comme les économistes le disaient en termes de troc. Eh bien, on n'en a pas trouvé. Personne ne fait du troc comme les économistes en parlent. Et si on y réfléchit de façon logique, ça a du sens. Parce que ce que les économistes disent, c'est que deux personnes dans un petit village vont faire ce que les économistes appellent du marché sur place. C'est-à-dire, bon, ceci, je te l'échange contre 10 poulets. Allez. Et si j'ai rien de ce que mon voisin a besoin, il faut que j'invente quelque chose. Il faut que j'invente la monnaie pour pouvoir faire des échanges. Je veux la vache de quelqu'un. J'ai rien à donner, mais il faut que je donne quelque chose tout de suite. Bon, c'est absurde, parce que les gens sont voisins. Ça arrive souvent que les voisins se prêtent des choses. Ce qui se produit, c'est une sorte de crédit. Les gens se prêtent des choses. Moi, je te dois ceci, toi, tu me donneras ça en échange plus tard. C'est exactement ce que nous trouvons, nous, anthropologues. Le crédit arrive avant la dette. Le crédit est arrivé avant l'argent, avant la monnaie. Oui, vous dites qu'au fond, l'histoire ne commence pas avec 3 poulets contre une paire de chaussures, mais avec un magicien qui fait apparaître des billets et un soldat avec un fusil. Quel triste conte nous racontez-vous là, David Graeber? Eh bien, le fusil est très important. L'épée, il est tout le long du livre, ce fusil ou cette épée, oui. Un des thèmes qui apparaît quand je faisais cette recherche pour mon livre, c'est à quel point il y a cette association constante de formes de calcul exact et ces formes de violence. Par exemple, des voisins vont avoir des comptes, voilà, moi je te dois ceci, toi tu me dois cela. Il n'y a pas besoin de calculer exactement la valeur 57 de ça, ça vaut 3 de ci. Non. Mais quand le calcul commence, c'est lorsque l'argent apparaît. C'est toujours un cas qui mène à des assassinats ou à des crimes ou des gens qui sont blessés. Et à ce moment-là vient l'idée de compensation. Si tu as tué mon frère et que ça vaut 27 vaches et tu n'as pas 27 vaches pour me rembourser, alors moi je veux l'équivalent exact. Et l'équivalent exact,
C'est là quand on commence à calculer de la façon dont les économistes prévoient ou décrivent le troc. Et ce lien entre violence potentielle et calcul mathématique de la valeur, ça traverse toute l'histoire. Mais ça traverse non seulement toute l'histoire, mais vous dites qu'on y vit toujours dessus, et vous êtes même encore plus sombre, si j'ose dire, et beaucoup plus critique que cela. Vous dites, par exemple, que toutes les économies triomphantes, ou celle, par exemple, des États-Unis aujourd'hui, est au fond une économie de guerre, comme beaucoup d'autres, qui se sont souvent développées aussi grâce à l'esclavage, mais surtout grâce à la guerre. Il faut, après tout, entretenir et payer une armée. Et vous dites que les États-Unis, c'est toujours ça aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça, pour revenir au shutdown, qu'au moins, Barack Obama, par exemple, a dit hier, tout sera suspendu dans les fonctions de l'État, sauf l'armée. Yes, it's telling, isn't it? Eh ben, ça en dit des choses, n'est-ce pas? And this is another thing that voilà, c'est autre chose qui m'a beaucoup surprise quand le livre a paru. Je raconte cette longue histoire d'association entre les formes de création d'argent et la mobilisation militaire. C'est toujours très proche l'un de l'autre. La frappe de monnaie a été inventée pour payer les soldats. Les marchés se créent ou émergent autour des armées. Les légionnaires à Rome, par exemple? C'est ce que vous dites exactement. Vous savez, on trouve l'argent romain partout où il y avait des soldats romains, nulle part ailleurs. Quand je le dis, les gens disent « Ah, c'est surprenant, c'est intéressant. » Oui. Ben, c'est indubitablement vrai. Mais au moment où je dis que la situation n'a pas changé après 1945, alors là, ils sont très énervés. Je dis « Attendez, vous êtes dingue. » Mais alors, attendez, elle n'a réellement pas changé? Ça change toujours, bien sûr, mais les relations fondamentales restent les mêmes. Le monde, l'architecture monétaire a été créée par la Seconde Guerre mondiale. Par l'Amérique, parce que c'était eux qui avaient l'armée la plus importante, malgré les protestations du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne, et il y a une architecture financière fondée sur les bons du Trésor américain, qui sont les moyens de donner du budget au Pentagone. La base du système international, monétaire international, en fait, c'est la dette américaine. Et c'est détenu principalement par ces pays qui sont sous la protection militaire américaine. Il y a des sociétés qui trouvent, grâce à vos yeux, passés ou actuels, qui ne fonctionnent pas sur ce mode-là. Vous faites de très grands détours, très longs, par notamment des sociétés, civilisations africaines, où vous dites que même d'ailleurs leur système de troc, a priori, on ne le comprend pas vraiment, que quand on échange une dent de baleine contre une fiancée, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il faudrait une vraie dent de baleine. Il ne faut pas prendre au pied de la lettre. C'est la question, au fond, de la rareté ou de l'exclusivité qu'on essaie de représenter. Yes, I mean, virtual money is l'argent virtuel, on y pense comme étant quelque chose de nouveau, sans précédent. Mais en fait, c'est la forme originelle de l'argent. C'est pas simplement que au troc, dans le troc, il n'y a pas d'argent qui s'échange. Dans tout le récit, il y avait une fois le troc, et puis après il y a eu l'argent. Non. Et puis le crédit arrive ensuite. Non. En fait, c'est une histoire d'abstraction croissante. Mais ça ne correspond pas exactement à ce que nous voyons sur le terrain. Ce qu'on voit, c'est exactement l'inverse. L'argent virtuel, l'argent du compte arrive d'abord. Et c'est pas simplement dans des sociétés à petit niveau, à petite échelle. Ça arrive dans l'ancienne Mésopotamie. Voilà. Par exemple, personne n'avait d'argent liquide. Tout ça, c'était fondé sur le crédit, la notion de crédit dans la Mésopotamie antique. Et puis, vous vous rappelez, nous y reviendrons tout à l'heure dans la seconde partie, nous arrivons presque au terme de cette première partie. Vous racontez qu'il y a des époques où la dette a été... d'inflation est en train de réussir, elle. L'inflation commence à se propager au Japon. David. Est-ce que c'est parce qu'on n'en fait pas assez aux États-Unis? David Graeber. Eh bien, le Japon est une économie plus petite et c'est une économie militaire, en fait, presque.
ou paramilitaire, qui n'est pas fondé sur le militaire. On ne peut pas comprendre la puissance de la Fed si on ne comprend pas la puissance de l'armée américaine. Et c'est la raison pour laquelle les gens voient les bons du Trésor comme l'investissement le plus sûr. Parce que l'armée américaine, c'est la force militaire la plus forte qui existe. Ben, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Vous dites qu'à un certain moment, certaines puissances moyen-orientales avaient parié plus sur l'euro que sur le dollar et que ça leur a coûté cher, comme en Irak par exemple. Beaucoup de gens ont spéculé sur ce fait que une des raisons pour lesquelles il y avait cette hostilité extraordinaire entre les États-Unis et l'Irak, c'était un mouvement qui éloignait l'Irak du dollar vers l'euro. Il faut le mettre en contexte, évidemment. Il y a eu une série de gesticulations hostiles d'un côté et de l'autre. Saddam Hussein est passé du dollar vers l'euro. C'est arrivé assez tard dans l'histoire, mais c'était perçu en tant que tel. Et voilà, il a refusé l'argent américain. Et ça a été suivi rapidement par l'invasion américaine. Mais bon, peu importe à quel point cette décision a pesé dans la décision américaine d'envahir l'Irak. La décision a été prise bien en amont. Mais le fait que cette perception existe, eh bien, ça a eu un effet un peu refroidissant sur les petites puissances militaires ou les puissances non militaires. La conception que cette économie était possible, c'est-à-dire de passer du dollar à l'euro. Ce qui est juste est un exemple de votre livre, mais qui court tout au long de votre livre, c'est que vous expliquez bien, au fond, que cette question de la dette, de l'économie de la dette, c'est en fait une économie de la violence. Très précisément, ce lien existe au moins depuis l'invention de la frappe de la monnaie. La monnaie a été créée comme un moyen d'approvisionner l'armée. Et le financement du déficit vient de la même source. Si on regarde la création de la Banque d'Angleterre en 1694, c'était un emprunt militaire de façon explicite. Les financiers ont financé le roi James en Angleterre pour financer son armée et en échange, il a donné aux financiers le droit de prendre l'argent qu'il leur devait et de le revendre. C'est bon en fait. Regardez. L'image de la livre, c'est l'image de la reine. On dit je promets de payer 10 livres. Ça ne veut pas dire que ça vaut 10 livres, mais je promets de payer 10 livres au porteur de ce billet. C'est une dette royale. Et en fait, qu'est-ce qui se passerait si on repayait effectivement cette dette? Eh bien, le système financier s'effondrerait. Et donc, cette histoire que le déficit, ce soit une obligation morale, c'est un mensonge, parce que si c'était repayé cette dette, la finance, eh bien, elle s'écroulerait. Et donc, ça prouve bien que tout ce système financier est fondé sur une économie autour de l'armée. Dans le cas de l'Union européenne, c'est pas tout à fait vrai, parce que nous, notre puissance militaire, elle est très relative. On dépense moins de 2% de notre PIB dans l'ensemble de la zone euro pour notre puissance militaire. Donc notre puissance militaire, elle n'a aucune crédibilité. Par contre, notre monnaie, elle a une certaine crédibilité. Elle est appuyée sur notre puissance commerciale, pas sur notre puissance militaire. Vous datez pas un petit peu des empires mésopotamiens quand vous dites ça? Ou romains plutôt. Mais le pouvoir économique européen existe sous l'ombrelle de la puissance militaire américaine. Ça n'aurait aucun sens autrement. Les gens ne parlent pas des liens militaires à la crise, avec le lien avec la crise européenne. Regardez de la Grèce, ça a été débattu. La plus grande partie de cette dette tient aux dépenses militaires de la Grèce. La Grèce a des dépenses militaires incroyables et personne n'en parle. Et une grande partie de cela, c'est au sein de l'Europe. Vous savez donc que le gouvernement grec emprunte auprès des gouvernements français et allemands pour payer la dette que ce gouvernement a acquise, a souscrite auprès des compagnies militaires, pas les chiffres en tête, auprès de l'armement. Excusez-moi, mais je crois que le budget militaire grec, c'est quoi? C'est 6%, 5% du PIB, je crois, un peu moins en réalité. Et sa dette, c'est beaucoup plus que ça. Chaque année, l'État grec emprunte bien davantage que l'équivalent de son budget militaire. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais j'en suis persuadé. Donc ça infirme quand même votre théorie, non?
David Graeber. Yes, but if you look at the degree to which Greek deficit is greater than others, it generally oui, mais le déficit grec est plus important que celui des autres États. Et donc ça correspond effectivement à l'endettement militaire de la Grèce qui est plus important. C'est pas une coïncidence que le pays, l'État européen qui a la plus grosse dépense militaire en Europe ait la plus grosse dette. Alors, David Graeber, tout au long de votre livre, vous nous décrivez et nous racontez au fond ce qu'est selon vous, enfin voilà, la véritable histoire de la dette, les questions de religion, les questions de violence, de guerre. Et puis tout de même, vous dites, c'est à la page 477, dans ce livre, j'ai évité pour l'essentiel de faire des propositions concrètes, mais pour terminer, en voici une. Il est plus que temps, je pense, de procéder à un jubilé de style biblique. Qu'est-ce que c'est donc ce jubilé de style biblique? Eh bien, le jubilé, c'est la rédemption des dettes. En fait, on efface les dettes. Mais en fait, les crédits qui affectent le plus les gens devaient être effacés tous les 7 ans. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles j'ai proposé cela, c'est que ça fournirait, en fait, un effacement conceptuel de l'ardoise. Et on reviendrait à ce qu'on appelle l'argent virtuel, ce que j'appelle l'argent virtuel. C'est pas quelque chose de nouveau. Ça s'est produit à plusieurs reprises dans l'histoire du monde. Quand on passe à une période où l'argent est du crédit plus que lié à de l'argent métal, ça a des implications. Une de ces implications, c'est que l'argent est reconnu comme un phénomène social. Vous savez, c'est un jeu de promesses. L'argent, en fait, ce sont des promesses qu'on fait les uns aux autres. Et si la démocratie a un sens, ça signifie que tout le monde devrait avoir un poids dans la société. Et si les circonstances changent, eh bien, les promesses doivent être réajustées. Mais ce sont des relations entre égaux. Les choses peuvent être renégociées si les circonstances changent. Tout ça a été vrai tout au long de l'histoire. Donc, si on parle de pouvoir, et si, par exemple, le prêteur est riche et fort et l'emprunteur est pauvre, eh bien là, à ce moment-là, la dette devient sacrée et ne peut pas être